Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans cette situation, réponse A, je ralentis. Réponse B, j'accélère. Alors là, tu vois, on s'approche d'un passage à niveau. Donc, effectivement, on s'approche d'un passage à niveau, donc le feu peut s'allumer à tout moment. Donc, je ralentis au cas où si le feu s'allumerait et qu'un train passerait à ce moment-là. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. Pour aller à Lausanne, je vais prendre l'autoroute 41. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu vois, ces panneaux que tu vois, ils ont un nom bien spécifique. C'est ce qu'on appelle des panneaux de position. Alors, juste pour mémoire, un panneau de position appartient au groupe des panneaux de direction. Les panneaux de direction appartiennent eux-mêmes au groupe des panneaux d'indication. Alors, en général, ces panneaux de position, avant ces panneaux, quelques kilomètres avant ces panneaux de position, tu as ce qu'on appelle des panneaux d'affectation. Et avant ces panneaux d'affectation, en général, tu as ce qu'on appelle des panneaux de bifurcation. Alors, pourquoi je vous dis tout ça ? Tout simplement parce que j'ai énormément d'élèves et je me rends compte que vos panneaux, vous les connaissez, mais de manière vraiment très approximative. En fait, vous les connaissez très très mal. C'est vraiment pas très clair dans votre tête. C'est très important. Pourquoi je précise ça ? C'est que, vous voyez, le code de la route, si vous le connaissez de manière approximative, alors vous réussirez l'examen de manière approximative. Il n'y a pas de secret. Donc, je vous incite réellement à vous former véritablement et d'être précis. Par exemple, de savoir quel type de panneau vous avez en face de vous. C'est très important. Donc, vous voyez par exemple, au-dessus de ces panneaux, on a ce qu'on appelle des cartouches. Et ces cartouches-là permettent en fait d'identifier la route. Donc, ils sont différenciés via des couleurs, des lettres et des numéros. Par exemple, les cartouches d'autoroute vont commencer avec un A. A pour autoroute. Et ensuite, le numéro, par exemple ici, 75, A75, c'est l'autoroute 75. Pour les routes nationales, c'est la même chose. N pour nationale, et ensuite, le numéro de la route nationale. Pour la départementale, pareil, ça commence par un D, et juste après, vous avez le numéro de la route départementale. Le M pour les routes métropolitaines. Le C, les routes communales. Le E, les itinéraires européens. Le R pour les chemins ruraux. Le F pour les chemins forestiers. Donc ici, comme vous le voyez, pour aller à Lausanne, juste au-dessus, on a le cartouche A41. Donc, on va prendre l'autoroute A41 pour aller à Lausanne. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 3. Ce camion transporte des matières. Réponse A, dangereuse. Réponse B, agricole.
Alors, effectivement, ce camion transporte des matières dangereuses. Regarde, ici, on a un petit panneau rectangulaire orange. Alors, ce panneau, c'est ce qu'on appelle une plaque code de danger. Donc, la partie haute représente le code du danger et la partie basse représente le code matière. Donc, quand on parle de code de danger, c'est-à-dire c'est le danger encouru. Par exemple, matériaux explosifs, gaz dangereux. Et en dessous, ce qu'on appelle le code matière. Ça va être la matière correspondante. Par exemple, du chlore. Par exemple, du butane. Par exemple, de l'essence. Alors, juste à côté, si tu regardes bien, il y a un panneau losange. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une plaque symbole de danger. En fait, c'est une plaque qui va représenter le danger encouru. Alors, il y a à peu près 9 classes de danger. Par exemple, la classe 1, où il y a marqué 1, ça va être les matières explosives. La classe 2, ça va être les gaz. La classe 3, ça va être les liquides inflammables. Et regarde, nous, sur notre camion, c'est un losange de classe 9. Alors, les losanges de classe 9, ça représente les matières et les objets dangereux. Et juste à côté, tu as aussi un autre losange qui, lui, vient préciser, en fait, la classe en disant que ces produits représentent un danger pour l'environnement. Alors, autre chose bonne à savoir, il faut savoir que ces camions qui transportent des matières dangereuses, alors, doivent apposer la plaque code de danger à l'avant et à l'arrière du véhicule. Quant à la plaque symbole de danger, elle doit être apposée à l'arrière du véhicule et sur le flanc du véhicule. Bien sûr, leur nombre dépendra de la longueur du camion. Donc ici, pour répondre à la question, effectivement, ce camion transporte des matières dangereuses. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. Je suis sur une voie de circulation partagée. A. Je peux aller tout droit. B. Je peux aller à gauche. C. Je peux aller à droite. Alors, une zone de circulation partagée, c'est justement une zone où, ici par exemple, les tramways peuvent circuler avec les véhicules motorisés. Alors, ici, est-ce qu'on peut aller tout droit ? Écoutez, il n'y a aucune signalisation qui nous empêche d'aller tout droit, donc on peut aller tout droit. Est-ce qu'on peut aller à droite ? Comme vous le voyez, il y a un panneau d'interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection. Donc, je ne pourrai pas tourner à droite à la prochaine intersection. Alors, est-ce que je peux tourner à gauche ? Alors, bien sûr, je peux également tourner à gauche si je le souhaite. Cependant, il faudra veiller à laisser passer d'abord le tramway, parce que dans cette zone de partage, le tramway est prioritaire. Donc, il faudra laisser passer le tramway, puis ensuite tourner à gauche. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 5. Je peux rouler sur la voie de bus avec une motocyclette. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, la voie de bus, tu vois bien qu'elle est autorisée aux bus et aux cyclistes. Elle est strictement interdite aux deux roues motorisées. Que vous soyez
un cyclomoteur ou une motocyclette? La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 6. Je roule à 30 km/h. Réponse A, je ralentis. Réponse B, je maintiens l'allure. Alors ici, comme vous le voyez, on roule sur une rue très étroite avec à notre droite un usager vulnérable, donc un piéton. On voit ici que le trottoir est très mince. Il doit faire même pas 1 mètre de large. Alors ici, pourquoi on va devoir ralentir? Tout simplement à cause de la notion de zone d'incertitude. Alors, regardez l'animation. Donc, je roule à 30 km/h dans cette rue étroite. Il y a donc un usager vulnérable. Et regardez, sa zone d'incertitude, celle d'une personne adulte, c'est environ 1 mètre de rayon. Donc, sa zone d'incertitude, elle se situe sur la route. Donc, il y a des chances que cet usager, je sais pas, trébuche ou je sais pas, perde l'équilibre et se retrouve sur la route lorsque je passe. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ralentir. Pour tous ceux qui entendent pour la première fois la notion de zone d'incertitude, je vous encourage fortement à aller dans la formation parce qu'on va pas avoir le temps de la développer ici. Et que ce sont des questions récurrentes à l'examen du code de la route. Pour répondre à la question, je roule à 30 km/h. La bonne réponse est la réponse A, je ralentis. Question numéro 7. La voiture bleue est bien garée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous devez savoir qu'il existe 4 types de stationnement interdits. Vous avez les stationnements abusifs, les stationnements gênants, les stationnements très gênants et les stationnements dangereux. Alors, je vous incite fortement à aller dans la formation pour savoir quels sont ces 4 stationnements interdits et leur signification. Aujourd'hui, on va seulement parler des stationnements très gênants. Pourquoi ? Tout simplement parce que ici, la voiture bleue est garée sur un trottoir. Donc, se garer sur un trottoir constitue donc une infraction de stationnement très gênant. Donc ça, c'est 135 euros, 135 euros d'amende. Donc ça, c'est une infraction de classe 4. Également, donc certes, il est garé sur un trottoir, donc stationnement très gênant. Mais en plus de ça, regardez bien, il y a un passage piéton. Et sachez qu'il est interdit de se garer à moins de 5 mètres avant un passage piéton. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça constitue également un stationnement très gênant. C'est-à-dire que là, si un policier veut verbaliser, il va pas seulement verbaliser pour le fait que vous soyez dans un trottoir. Il va également verbaliser pour le fait que vous soyez 5 mètres avant un passage piéton. Donc là, c'est 2 amendes de 135 euros. 2 amendes. Donc ici, effectivement, la bonne réponse est la réponse B. La voiture bleue est très mal garée. Question numéro 8. Le panneau de forme triangulaire indique un danger permanent. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, comme tu le vois ici, le panneau de danger qui annonce un Dodan ou Cassis est sur fond jaune. Donc, un panneau de danger sur fond jaune indique un danger temporaire. Si ça avait été un danger permanent, alors ce même panneau aurait été sur fond blanc. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 9. Je dépasse les 3 camions en même temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse en restant sur cette voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on est dans une situation très courante, surtout sur autoroute. Alors, ici, vous voyez qu'on a 3 camions sur la file de droite qui sont très rapprochés. Donc effectivement, si je les dépasse, je dépasse les 3 en même temps. Pourquoi ? Parce que si je me rabats entre les camions, la distance de sécurité ne sera pas respectée. Ensuite, deuxième partie de la question, je dépasse en restant sur cette voie. Alors, on voit bien que le camion du milieu, lui, a activé donc ses clignotants gauche pour dépasser un des camions. Donc, il risque de venir sur la voie dans laquelle on est. Donc, si je veux dépasser ces 3 camions, il faut que je me mette sur la file de gauche. Donc, ici, à la question, je dépasse les 3 camions en même temps ? Oui, réponse A. Je dépasse en restant sur cette voie ? Non. Réponse D. Question numéro 10. Ce véhicule sort d'une voie privée. J'ai la priorité sur le véhicule. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors, ce véhicule sort d'une voie privée. Donc, même s'il est à ma droite, il n'y a pas de priorité à droite. La priorité à droite ne vaut que si le véhicule sort d'une rue quelconque. Là, il sort d'une voie privée, ce véhicule. Donc, il n'a pas la priorité et je n'ai pas à lui céder la priorité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 11. Le taux d'alcool maximum autorisé pour un permis probatoire est de 0,2 g par litre de sang, réponse A. 0,5 g par litre de sang, réponse B. Alors, attention à cette question parce que vous êtes beaucoup à ne pas comprendre pourquoi il y a des taux différents. Alors, s'il y a des taux différents, c'est tout simplement parce qu'il faut différencier les personnes qui sont en permis probatoire, c'est-à-dire ceux qui, en général, ont leur permis depuis moins de 3 ans, et ceux qui ont un permis, on va dire, normal, c'est-à-dire ceux qui ont passé la période probatoire. Donc, 2 taux différents. Pour une personne qui a dépassé son permis probatoire, le taux d'alcool maximum autorisé, c'est de 0,5 g par litre de sang. Par contre, pour une personne qui est toujours en probatoire, le taux d'alcool maximum autorisé est de 0,2 g par litre de sang. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 12. Le liquide AdBlue permet de réduire les émissions polluantes.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu peux le voir ici, dans certaines motorisations, à côté de ton bouchon donc de carburant, tu auras un bouchon d'AdBlue. Bah, l'AdBlue, c'est un liquide qui permet en fait de réduire les émissions polluantes. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 13. Regarder dans les rétroviseurs suffit pour changer de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors on va juste jeter un petit coup d'œil sur la vidéo. Donc regardez bien là, que ce soit sur le rétro intérieur ou extérieur, on n'observe aucune voiture à l'horizon. Ni derrière avec les rétros, ni devant. Alors, est-ce que ça suffit pour changer de voie de regarder par les rétroviseurs? Bah, souvenez-vous, on a ce qu'on appelle les angles morts. Donc ici, là, dans la petite animation, vous voyez très bien qu'on a un angle mort dans lequel peut se trouver une voiture. Donc, ça ne suffit pas de regarder dans les rétroviseurs, il faut tourner sa tête pour regarder ce qu'il y a dans l'angle mort. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 14. Ce pictogramme indique une panne de batterie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Effectivement, ce pictogramme indique une panne de batterie. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 15. Il est conseillé d'augmenter les distances de sécurité. Réponse A, seulement la nuit. Réponse B, lorsque la visibilité est réduite. Réponse C, lorsque l'adhérence est réduite. Alors effectivement, on augmente les distances de sécurité la nuit, lorsque la visibilité est réduite et lorsque l'adhérence est réduite. Ici, on va retenir que la réponse B et C, parce que la réponse A dit seulement la nuit. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code.
Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 16. Le port de la ceinture de sécurité est: réponse A, obligatoire. Réponse B, conseillé. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. Alors, concernant les conducteurs, si vous ne portez pas votre ceinture, c'est une contravention de 4e classe, avec un retrait de 3 points sur le permis et une amende de 135 €. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 17. Quels sont les moyens de déplacement non polluants? Réponse A, le vélo. Réponse B, la trottinette. Réponse C, la voiture. Alors ici, bien sûr, comme moyen de déplacement non polluant, on aura tout d'abord le vélo et puis la trottinette. Bien sûr, la voiture ne sera pas un moyen de déplacement non polluant car il émet du CO2. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 18. Un véhicule en stationnement peut masquer la présence d'un enfant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, je ralentis pour anticiper le danger. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois ici, les enfants sont généralement de petite taille. Donc, ils sont vraiment très difficiles à percevoir lorsque tu conduiras. Alors, bien évidemment, lorsque tu t'approcheras d'un passage piéton, tu devras également ralentir justement pour anticiper le danger au cas où un enfant serait devant un véhicule et donc masqué par ce véhicule. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 19. Je circule hors agglomération. La signalisation indique un passage à niveau. Avec barrière, oui réponse A, non réponse B. À 150 mètres. Oui réponse C, non réponse D. Alors, ici, on a une triple signalisation. Alors, tout d'abord, le panneau triangulaire. Donc, ce panneau indique la présence d'un passage à niveau avec barrière. À ne pas confondre avec son pendant, qui est ce panneau, et qui indique un passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. Juste en dessous de ce panneau, on a un panonceau. Et comme d'habitude, le panonceau vient préciser le panneau qui est au-dessus. Et donc le panonceau, il nous dit quoi? Il nous dit que ce passage à niveau sera accompagné d'un feu clignotant. Également, en dessous, on a ce qu'on appelle des balises. Alors, ces balises
vont te donner la distance à laquelle se trouve ce passage à niveau. Alors, lorsque cette balise a 3 bandes rouges, alors cela veut dire que le passage à niveau se trouve à 150 mètres. Lorsque cette balise a 2 bandes rouges, ça veut dire que le passage à niveau se trouve à 100 mètres. Et lorsque la balise a qu'une seule bande rouge, c'est que le passage à niveau se trouvera à 50 mètres. Donc ici, je circule, la signalisation indique un passage à niveau avec barrière, la bonne réponse est la réponse A. À 150 mètres, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 20. Je circule sur une route non éclairée de nuit. La visibilité est faible. J'allume donc mes feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, ici, on circule sur route, c'est-à-dire soit sur autoroute, voie rapide, et celle-ci est non éclairée. Donc, afin d'être vu et de voir, on va allumer ces feux de croisement. Alors, je sais qu'il y en a certains qui diront, vu qu'on est sur route non éclairée, on allume nos feux de route. Alors, c'est une bonne question. Pourquoi on n'allume pas ces feux de route? Tout simplement parce qu'on a d'autres usagers avec nous, comme vous le voyez sur la photo. Il y a des usagers, donc si on allume nos feux de route, qu'est-ce qui va se passer? On va les aveugler. Donc, pour éviter de les aveugler, on utilise nos feux de croisement. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 21. En plaçant mon pied devant le frein, je réduis. Réponse A, la distance d'arrêt. Réponse B, la distance de freinage. Réponse C, la distance parcourue durant le temps de réaction. Alors, comme vous le savez, dans les modules pédagogiques du code de la route, on a plusieurs distances que tu dois savoir calculer. Distance de freinage, distance d'arrêt, distance parcourue durant le temps de réaction, distance de sécurité. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à la distance d'arrêt, notamment à la distance de freinage. Alors, ce qu'il faut savoir, la distance d'arrêt, c'est quoi ? La distance d'arrêt, c'est le temps parcouru durant le temps de réaction et durant le freinage. Donc, distance d'arrêt, c'est égal à distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance de freinage. Alors, qu'est-ce que le temps de réaction ? Le temps de réaction, il est composé donc de 4 composantes. On va appeler PADA. Ce sera un moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Donc, PADA, P pour percevoir, A pour analyser, D pour décider, A, agir. Donc, percevoir, ça va être voir le danger. Analyser, c'est-à-dire, analyser, c'est dans quelles conditions je suis. Décider, c'est qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais freiner ? Est-ce que je vais tourner ? Est-ce que je vais accélérer ? Et ensuite, en dernier recours, le A pour agir. Donc c'est le moment où on agit. En général, on freine. Donc ici, si je place mon pied devant le frein, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais réduire la distance parcourue durant le temps de réaction, parce que j'aurai déjà le pied devant le frein. Également, étant donné que la distance parcourue durant le temps de réaction fait partie de la distance d'arrêt, alors je vais aussi réduire de manière mécanique la distance d'arrêt. Donc ici, les bonnes réponses
vont être les réponses A et C. Question numéro 22. Il est préférable d'écouter de la musique avec A. Des écouteurs, B. La radio. Alors, bien sûr, il est totalement interdit d'écouter de la musique avec des écouteurs ou un casque. Si vous voulez écouter de la musique, utilisez votre poste de radio. La bonne réponse est la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 23. Je vérifie la pression de mes pneus. Réponse A, une fois par mois. Réponse B, une fois par an. Alors, tu dois vérifier la pression de tes pneus une fois par mois. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. En conduite, le taux d'alcool contraventionnel est de réponse A, 0,2 g par litre de sang. Réponse B, 0,5 g par litre de sang. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, le taux d'alcool contraventionnel est de 0,5 g par litre de sang. Alors, je sais que parmi vous, certains d'entre vous vont se poser plein de questions. Ils vont se dire, oui, mais la question n'a pas précisé qu'on était hors probatoire, ou alors, il y a des personnes qui vont pas comprendre ce que c'est qu'une contravention, un délit, une infraction. Alors, pour tous les gens qui se posent des questions sur cette question, je vous incite vraiment à vous former. Voilà. Parce que normalement, vous ne devriez pas vous poser ces questions. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 25. Je place ces bagages. Réponse A, sur le siège arrière. Réponse B, dans le coffre. Pour des mesures de sécurité, il est préférable de placer ces bagages dans le coffre. Pourquoi ? Parce que dans le siège arrière, si vous freinez brusquement, en fait, votre bagage pourra en fait devenir un projectile. C'est la même chose pour tout ce qui est tous les objets, on va dire, petits et lourds. Par exemple, une bouteille d'eau, un marteau, une perceuse. Il est vraiment déconseillé de mettre ça sur le siège arrière parce que si vous freinez brusquement, ce sera un projectile, ça deviendra un projectile. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B, dans le coffre. Question numéro 26. En tournant à droite, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme vous le voyez, on a des piétons sur notre voie. Donc, il va falloir faire attention. Alors après, vous allez me dire, oui, mais le feu est vert. Oui, le feu
est vert, certes, mais n'oubliez pas que les piétons ont une zone d'incertitude beaucoup plus grande que celle d'un véhicule. Donc en plus de ça, regardez dans les piétons, il y a même des enfants. Donc il y a différents types d'usagers avec deux différents types de zones d'incertitude. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une zone d'incertitude, je vous conseille vivement d'aller dans la formation. On va pas pouvoir en parler dans cette question. Donc la bonne réponse ici, c'est que je ralentis. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Question numéro 27. Le feu clignote à l'orange. Je vais devoir céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on a vu à plusieurs reprises dans les vidéos que lorsqu'un feu clignote à l'orange au milieu, c'est qu'il est en panne. Étant donné qu'il est en panne, alors c'est la priorité à droite qui régit l'intersection. Cependant, il y a une particularité. Pourquoi ? Parce que sur ce panneau est affiché un panneau de priorité. Et ce panneau indique que tu as la priorité à la prochaine intersection. En fait, il y a une particularité. Lorsque le feu est en panne et qu'il a un panneau de priorité attaché à lui, alors ça veut dire qu'il remplace le feu. Ça veut dire qu'il te donne en fait le régime de priorité dans le cas où le feu est en panne, comme on peut le voir ici sur la photo. Alors, c'est pour ça que c'est important de se former, parce que parfois vous pensez connaître quelque chose, mais vous ne le connaissez pas dans son intégralité. Et encore là, on a vu juste une petite partie, on va dire, des connaissances sur les feux orange clignotants et des panneaux qui peuvent s'y trouver, et d'autres choses encore. Hein. Donc, c'est vraiment une toute petite partie. Hein. D'où l'importance de se former, parce que parfois on croit connaître des choses, mais on les connaît pas, en tout cas pas en totalité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 28. Avant d'ouvrir la portière, je vérifie la présence d'usagers sur mon rétroviseur. Oui, réponse A. Non, réponse B. En vision directe. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, bien sûr, avant d'ouvrir ma portière, je vérifie sur mon rétroviseur s'il n'y a personne derrière. Mais, comme vous le savez, on a les angles morts. Donc, je fais également une deuxième vérification en vision directe. À savoir que l'ouverture intempestive de la portière d'un véhicule est sanctionnée par une contravention de première classe et une amende de 11 €. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 29. Je peux empiéter sur la voie du tramway pour contourner le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, devant nous, on peut apercevoir une voiture donc grise qui est mal garée.
Donc là, si je reste sur ma voie, il y a des chances pour que je percute ce véhicule. Alors, avant d'emprunter momentanément la voie du tramway, bah déjà je regarde si il y a un tramway sur la voie ou peut-être une voiture qui veut me dépasser. Alors, lorsqu'on regarde le rétroviseur extérieur gauche, on voit qu'il n'y a rien, ni tramway, ni voiture. Donc je peux empiéter de manière momentanée sur la voie de tramway pour pouvoir dépasser le véhicule mal garé. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse A. Question numéro 30. Les vitres avant et le pare-brise avant doivent offrir un coefficient de transparence d'au moins. Réponse A, 70%. Réponse B, 80%. Pour les autres vitres, le seuil minimal est de réponse C, 40%. Réponse D, 0%. Alors là, c'est une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, ce sont des chiffres à savoir concernant le pare-brise avant et les vitres latérales. Avant, le coefficient de transparence doit être d'au moins 70%. Pour les vitrages latéraux arrière et la lunette arrière, il n'y a pas de seuil. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 31. Le camion est stationné. Il met son clignotant droit. Je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête et le laisse passer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on est dans un cas très courant. Donc on a un camion qui est stationné ou à l'arrêt sur le côté gauche. Donc il met son clignotant pour nous avertir qu'il va prendre la voie et sortir de son stationnement. Sauf que là, vu qu'il sort d'un stationnement ou d'un arrêt, il n'a pas la priorité. C'est nous qui avons la priorité. Donc ici, on passe. On ne s'arrête pas pour le laisser passer, on passe. Il passera après que moi, je serai passé. Une fois que la voie sera libre, il pourra passer. Mais ici, c'est moi qui ai la priorité. Donc là, la bonne réponse est la réponse. Les bonnes réponses sont la réponse A et D. Question numéro 32. J'ai mon permis depuis plus de 3 ans. La vitesse maximale autorisée est de A, 90 km/h, B, 110 km/h, C, 80 km/h, D, 130 km/h. Alors, encore une fois, ici, c'est une question de cours. Donc, pour savoir quelle est la vitesse maximale autorisée, c'est très simple, il faut savoir où on est. Donc, ici, on est dans une route à double sens avec créneau de déplacement. Donc, si on reprend le document que vous trouverez donc, dans la formation, donc on est dans une route à double sens avec créneau de dépassement. Donc, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h pour une personne qui a passé son probatoire. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 33. La distance de sécurité est la distance minimale réglementaire entre deux véhicules. Oui, réponse A. Non, réponse B.
À 80 km/h, elle est de réponse C, 48 mètres, réponse D, 24 mètres. La distance de sécurité, c'est bien la distance minimale réglementaire entre deux véhicules. Elle correspond à la distance parcourue pendant 2 secondes. À 80 km/h, cette distance est de 48 mètres. Alors comment on la calcule? C'est très simple. On prend le chiffre des dizaines, ici le 8, on la multiplie par 3, donc 3 fois 8, 24, et on la remultiplie par 2. Donc 24 fois 2, 48. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Si vous avez du mal avec le calcul de la distance de sécurité, je vous conseille vivement d'aller dans la formation. Question numéro 34. Au volant, l'alcoolémie maximale autorisée est, pour un permis hors probatoire, réponse A, 0,5 g par litre de sang. Réponse B, 0,25 mg par litre d'air expiré. Pour un permis probatoire, réponse C, 0,15 mg par litre d'air expiré. Réponse D, 0,2 g par litre de sang. Alors, comme tu peux le voir dans le document que tu retrouveras dans la formation, l'alcoolémie maximale autorisée pour un permis probatoire est de 0,2 g par litre de sang, soit 0,1 mg par litre d'air expiré. Alors que pour un permis hors probatoire, l'alcoolémie maximale autorisée est de 0,5 g par litre de sang, soit 0,25 mg par litre d'air expiré. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et D. Question numéro 35. Un disque de stationnement est obligatoire pour stationner. À l'emplacement A, réponse A. À l'emplacement B, réponse B. Alors, vous voyez bien dans l'image de gauche qu'il y a un panneau de zone interdisant le stationnement dans la zone et l'autorisant si vous avez un disque de stationnement avec le petit pictogramme. Dans l'image de droite, on a un parc-mètre. Donc ici, en B, le stationnement sera payant. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 36. Je circule dans une rue à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu peux voir ici qu'il y a un stop. Donc ce stop, il sera toujours accompagné par un marquage au sol, donc une ligne blanche. Si tu regardes bien, le marquage au sol va du trottoir de gauche jusqu'au trottoir de droite. Ce qui signifie bien que tu es dans une rue à sens unique. La bonne réponse, c'est la réponse A. Question numéro 37. Ce cycliste fait signe à l'automobiliste. Réponse A, de tourner à gauche. Réponse B, de tourner à droite.
Réponse C, de le dépasser. Alors ici, on voit que le cycliste a tendu sa main gauche. Donc cela signifie qu'il souhaite tourner à gauche. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 38. Ce panneau est réponse A, un panneau de fin de zone. Réponse B, un panneau de début de zone. Alors là, le panneau que tu vois, c'est un panneau de début de zone de prescription. Un panneau de fin de zone de prescription, ça ressemblera à ça. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 39. Consommer des médicaments peut provoquer un état de somnolence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu dois savoir que les médicaments sont en général des substances psychoactives. Donc, elles ont des effets sur ton corps et aussi ton état psychique. Donc, pour savoir quel comportement avoir lorsque tu consommes des médicaments, c'est de regarder la boîte et de regarder les pictogrammes. En général, la plupart des médicaments peut provoquer des états de somnolence. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Je roule avec un moteur essence. J'utilise le pistolet. Réponse A, vert. Réponse B, orange. Réponse C, jaune. Alors, quand on roule avec un moteur essence, tu dois absolument utiliser les pistolets verts. Alors, il y en a deux, hein. Il y a le 98 et le 95. La bonne réponse ici est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.